Il disait que mon fils était mourant. Ces mots n'étaient pas venus avec le tonnerre ni la foudre. Ils étaient venus à voix basse, étouffés par le bourdonnement stérile des machines et l'odeur d'antiseptique qui imprégnait chaque centimètre carré des murs de l'hôpital. Il ne survivra peut-être pas au week-end, avait dit l'infirmière, les yeux baissés comme si la vérité était trop lourde pour que je la regarde en face. Riley, 17 ans, brillante, sarcastique, terriblement intelligente, se détériorait plus vite que nous ne pouvions le comprendre, et je ne pouvais absolument rien faire pour l'arrêter. J'étais assise sur le siège passager de la navette de l'hôpital, les mains serrées sur mes genoux, les jointures blanches comme des os. Camille était assise à côté de moi comme une statue, le visage indéchiffrable, le corps légèrement détourné. Les fenêtres laissaient entrer une pâle lumière hivernale, mais elles ne réchauffaient pas l'air entre nous. Elle n'avait pas dit un mot depuis que l'infirmière avait parlé. Ses doigts étaient serrés sur ses genoux, sa bague de fiançailles accrochant la lumière juste assez pour m'irriter. Elle avait pleuré devant les infirmières plus tôt. De gros sanglots qui lui avaient valu des regards compatissants dans le couloir. Mais je connaissais Camille. Je savais qu'elle parlait. Ses larmes n'étaient pas de la tristesse. C'était une stratégie. Quelque chose clochait. Et cela depuis longtemps. La maladie de Riley n'était pas arrivée d'un coup. Elle avait commencé subtilement. Des matins lents, des petits déjeuners sautés, quelques bleus inexpliqués par le sport ou la maladresse. Au début, nous avons pensé que c'était juste le stress, les examens, la pression, peut-être même une légère infection virale, mais la situation s'est aggravée. Des nausées le clouaient au lit, des fièvres sans cause apparente. Sa peau était devenue cendrée et son poids diminuait de semaine en semaine. Nous avons consulté des spécialistes, fait des tests, encore des tests. Tout était normal. Et pourtant, le garçon que j'avais élevé, celui qui m'avait battu aux échecs en prédisant mes coups 5 coups à l'avance, se fanait sous mes yeux. La navette s'est arrêtée devant l'entrée de l'hôpital. Je suis sorti le premier, tenant la porte pour Camille comme par réflexe. Elle ne m'a pas regardé, est passée devant moi, serrant son sac à main comme s'il contenait le sens de la vie. Je l'ai suivie à travers les portes automatiques, devant la réceptionniste qui m'a fait un signe de tête polie, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 6e étage. La pédiatrie. Il n'aurait même pas dû y avoir de chambre prête pour une adolescente de 17 ans, mais Riley faisait désormais partie intégrante du décor. Les infirmières ont souri en me voyant. Certaines ont détourné le regard en voyant Camille. Quand nous sommes entrés dans la chambre, Riley était adossé à une montagne d'oreillers. Les yeux mi-clos, les lèvres gercées. Son front a émis un léger bip. Les écrans clignotaient avec une régularité paresseuse. Il a tourné lentement la tête en entendant la porte. « Dis donc, papa » a-t-il dit d'une voix rauque. Je me suis approché de lui, j'ai tiré la chaise et je me suis assis près du lit. « Dis donc, champion. » Camille s'est approchée de la fenêtre et est restée là, comme un portrait, les bras croisés. Elle ne lui a pas adressé la parole. Je sentis la main de Riley effleurer la mienne et baisser les yeux. Il m'adressa un léger sourire, à peine visible, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de perçant. « Réveille-toi » murmura-t-il. « Peux-tu regarder mon dos ?» Je clignai des yeux. « Quoi ?» Sa voix était plus basse, à peine un souffle au-dessus du silence. « S'il te plaît, mon dos. » Je voulus montrer à l'infirmière, mais je ne le fis pas. Je jetai un coup d'œil vers Camille. Son reflet dans la vitre était immobile, mais je pouvais jurer que ses doigts tressaillirent. Je me penchai plus près. « Ça va ? Tu as mal ? » « Regarde, » murmura-t-il. « S'il te plaît » ma poitrine se serra, acquiesçai-je lentement. « Bon, on fait ça bien. Je vais t'aider à te tourner un peu. » Sa peau était moite, pâle comme de la cire. Je repoussai la couverture et le retournai doucement sur le côté. La blouse d'hôpital bougea et je me figeai. Il y avait des marques, pas des bleus ni des irritations dues à 4. Elles étaient précises, alignées, certaines rouges, d'autres plus anciennes et meurtries, de petites perforations, des dizaines. J'ai tendu la main, les doigts tremblants, et j'ai touché le bord de l'une d'elles. « Riley, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Il n'a pas répondu. Ses yeux étaient de nouveau fermés. Je me suis retourné brusquement.
Camille. Elle s'est retournée lentement, le visage indéchiffrable. J'ai franchi le couloir et j'ai hurlé. Docteur, infirmière, maintenant. Quelques secondes plus tard, des pas ont retenti dans ma direction. 2 infirmières et un jeune interne sont entrés en trombe. J'ai pointé le lit du doigt, la voix tremblante. Quelque chose ne va pas. Il faut examiner son dos immédiatement et appeler la police. L'une des infirmières a haleté en voyant le motif. Les yeux du médecin se sont écarquillés. Je vais appeler le docteur Beck à la sécurité. Je me suis retournée vers Camille. Elle n'avait pas bougé, mais son visage, la couleur avait disparu. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu une fissure dans son sang-froid parfait. Qu'est-ce que c'est, Camille? Ai-je demandé à voix basse. Elle cligna lentement des yeux. Je ne sais pas. Mais sa voix manquait de conviction. Ce n'était pas de la surprise. C'était de la peur. Je m'approchai. C'est toi qui gérais ces compléments alimentaires, ces piqûres, ces pilules. Tu m'as dit que tu l'aidais. Sa voix tremblait. J'ai fait ce que le médecin a dit. Je le jure. Quel médecin? J'ai exigé. Qui? Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Derrière nous. Riley gémit doucement. Je me retournai vers lui, la panique me gonflant la poitrine jusqu'à croire que j'allais m'effondrer sous son poids. Il glissait. Mon garçon, mon fils, luttait pour sa vie. Et quelqu'un lui avait fait du mal juste sous mon nez. Alors que je fixais les marques sur son dos, la prise de conscience m'a envahi comme un poison. Celui qui avait fait ça ne s'attendait pas à ce que je regarde, mais je l'avais fait, et je ne m'arrêterai pas maintenant. J'aurais dû être plus forte. J'aurais dû soulever la couverture dès que Riley l'a demandé, mais j'ai hésité. Mes mains flottaient, tremblantes comme si elles ne m'appartenaient pas. Il y avait un poids dans cet instant, le genre de poids qui vous pèse sur la poitrine et vous met au défi de respirer. La voix de Riley résonnait encore dans ma tête. Douce, craquelée, trop fragile pour un adolescent de 17 ans. Papa, peux-tu regarder mon dos? J'ai d'abord regardé son visage. Sa peau était d'une pâleur anormale, comme si toute sa couleur lui avait été retirée. Ses lèvres étaient sèches et squameuses, ses joues creusées. Chacune de ses inspirations semblait être la dernière. Chacune était une perche superficielle qui résonnait dans sa poitrine. Mon fils, mon garçon, ressemblait à un fantôme dans sa propre peau. Je passai la main sous la couverture d'hôpital et la tirai doucement vers l'arrière, en prenant soin de ne pas déranger les tubes qui lui reliaient les bras. Je lui agrippai l'épaule en murmurant, « Je vais t'aider à te tourner un peu. » D'accord. Riley hocha légèrement la tête, juste assez pour me faire comprendre qu'il était toujours là, avec moi. Je le fis rouler lentement sur le côté, mon cœur battant à tout rompre. La blouse d'hôpital bougea, glissant légèrement de son dos, et c'est là que je les vis. Des rangées de petites marques alignées comme si elles avaient été placées avec une précision méthodique. Certaines étaient récentes, rouges vifs et enflammées. D'autres étaient plus anciennes, meurtries, violettes, jaunies sur les bords. Mais ce n'étaient pas des égratignures ou des réactions allergiques. C'étaient des piqûres. Des injections, de minuscules points d'intrusion délibérés. Chacune était un cri silencieux gravé dans sa peau. Je restai figé. Mon souffle se bloqua. Mon corps se glaça. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas accidentel. J'effleurai doucement le bord d'une marque du bout du doigt et Riley tressaillit. Désolé, murmurai-je en reculant instantanément. J'avais l'impression de découvrir la vérité enfouie sous des mois de confusion. Mais elle était trop grande, trop laide pour être vue d'un seul coup. Ce n'était pas une maladie. C'était un crime. Je me levai si vite que ma chaise grinça contre le sol. « Docteur » criai-je d'une voix brisée. « Docteur, infirmière, que quelqu'un entre. » Camille, qui se tenait silencieusement au pied du lit, sursauta à ce bruit. Elle se tourna lentement vers moi. J'aperçus l'étincelle dans ses yeux au moment où elle réalisa ce que je venais de voir. C'était une brève fracture dans son masque, mais je la connaissais trop bien pour la manquer. La couleur se vida de son visage comme de l'encre se déversant dans l'eau.
Qu'est-ce qu'il y a demanda-t-elle d'une voix trop calme, trop égale. Je désignai Riley, ma voix devenue rauque. Son dos. Camille, qu'est-ce qui lui est arrivé au dos? Camille s'avança, mais je m'interposai entre elle et le lit. Je ne voulais pas qu'elle s'approche de lui. Ne le touchez pas, dis-je. Elle leva les mains comme si c'était elle qui était attaquée. De quoi parlez-vous? Des pas retentirent dans le couloir et 2 infirmières entrèrent précipitamment, suivies de près par le docteur Marabec. Je m'écartai et fis signe à Riley. Son dos, dis-je. Tournez-le. Vous devez le voir. Le docteur Beck s'avança rapidement, le visage figé, concentré sur son professionnalisme, mais je vis une lueur d'inquiétude dans ses yeux tandis qu'elle examinait les marques. L'une des infirmières haleta. Riley gémit doucement et tenta de se détourner, mais je lui pris la main et murmurai, « Tout va bien. Je suis là. Je ne laisserai rien vous arriver. » Le docteur Beck termina son inspection et leva les yeux d'une voix basse et mesurée. « Ce ne sont pas des maladies. Ce sont des points d'injection. » Répété sous-cutané. Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. Camille recula d'un pas. Je lui donnai des vitamines, des compléments alimentaires. Sur ordre du médecin, le docteur Beck la regarda fixement. Quel médecin? Camille balbutia. Je ne me souviens plus de son nom. C'était une consultation, un spécialiste rencontré en ligne. Je la fixai, la bouche sèche. Vous avez fait des injections à notre fils sans me le dire. C'était naturel, insista-t-elle, la voix s'élevant, paniquée. C'étaient des mélanges homéopathiques, de la vitamine B12, des minéraux, de l'herpès. Il était tout le temps si fatigué. Je voulais juste l'aider. Vous avez frappé juste, dis-je à voix basse. Vous n'avez rien dit. Je ne voulais pas vous inquiéter, chuchota-t-elle. Vous étiez déjà stressé, vous travailliez tard, toujours fatigué. Je pensais faire ce qu'il fallait. Vous pensiez. Je répétai lentement. Vous pensiez. Le docteur Beck se redressa et se tourna vers l'infirmière. Il faut un bilan toxicologique complet immédiatement. Et prévenir la sécurité de l'hôpital. Je veux que la police vienne, dis-je d'une voix plus forte. Ce n'est pas médical. C'est criminel. Camille secoua la tête. Vous exagérez. Vraiment? Je m'avançai vers elle. Vous faites des piqûres à notre fils depuis des mois et vous n'en avez parlé à aucun médecin. Vous ne m'en avez rien dit. Et maintenant, il est là, mourant. Et vous voulez me faire croire que ce n'était que des vitamines? Elle ne répondit pas. Juste vers la porte. La sécurité arrive. Une infirmière demanda, voulez-vous qu'on l'immobilise? Non, je l'ai interrompue. Assurez-vous juste qu'elle ne quitte pas le sol. Camille s'arrêta sur le seuil. Son expression changea. Quelque chose de dur se glissa dans ses yeux. Ni de la peur, ni du regret, quelque chose de plus froid. Vous ne comprenez pas, dit-elle doucement. Vous vous prenez pour le héros de cette histoire. Puis elle se retourna et entra dans le couloir, escortée par la sécurité. Je me tournai vers Riley. Il avait les larmes aux yeux, mais elles ne coulaient pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Je ne savais pas si vous me croiriez. Mon cœur se brisa en 1000 morceaux. Je le veux, dis-je. Je rapprochai la chaise et lui pris la main. Je te crois. Je vois tout maintenant et je vais arranger ça. Il cligna lentement des yeux. Promis, promis, murmurai-je. Mais intérieurement, je n'étais pas calme. À l'intérieur, une tempête avait éclaté. De celles qui ne passent pas sans bruit. De celles qui déchirent tout. Et quand ce fut terminé, je jura que Camille ne pourrait plus jamais se cacher derrière ses larmes. Pas quand la vérité avait enfin éclaté sous le drap. Le docteur Marabec ne dit rien tout de suite. Elle resta plantée là, ses mains gantées flottant au-dessus du dos nu de Riley, les yeux plissés tandis qu'elle examinait les rangées de perforations. Le silence s'installa autour de nous, épais et déprimant. L'infirmière à côté d'elle remua, mal à l'aise, jetant un coup d'œil à Camille, puis à moi, puis se pencha vers la peau de Riley comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Finalement,
le docteur Beck laissa échapper un souffle lent et contrôlé et se redressa. Sa voix était basse, mais elle attendit. C'est incroyable. Je serrai les dents. Mes poings à mes côtés. Vous dites que ce sont toutes des injections? Oui, dit-elle. Des injections sous-cutanées répétées. De petit calibre. Probablement des aiguilles à insuline ou quelque chose de similaire. Les motifs, l'espacement. Ce n'était pas fait en milieu clinique, mais ce n'était pas non plus aléatoire. Quelqu'un le faisait. Exprès. J'ai failli lâcher les jambes. J'ai dû m'agripper au bord du lit de Riley pour rester stable. Vous voulez dire que ce n'est pas un effet secondaire? Ni dû à un médicament, ni à une réaction allergique, ou non, l'interrompit-elle doucement, d'un ton ferme et posé. Ce n'est pas comme ça que ces choses se présentent. C'est contrôlé et répété. Quelqu'un a fait des injections à votre fils derrière moi. Camille laissa échapper un sanglot étouffé. C'était des vitamines, dit-elle rapidement. Je vous avais dit qu'il était si faible. Le spécialiste à qui j'ai parlé en ligne a dit que la vitamine B12 et des mélanges de plantes pourraient aider. Le docteur Beck se tourna vers elle. Quel spécialiste? Camille marqua une pause. Je ne me souviens plus de son nom. Ce n'était pas un médecin hospitalier. C'était plutôt un consultant holistique. Il m'a envoyé. Fourniture. Mélange sur mesure. Les avez-vous toujours? Demanda le docteur Beck, les yeux plissés. Je crois. Quelque part chez moi. Je peux les trouver, balbutia Camille. Mais j'ai simplement fait ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas réfléchi. Exactement. Je l'ai interrompu, m'interposant entre elle et le lit. Tu n'as pas réfléchi. Tu as juste commencé à lui faire les injections sans la supervision d'un seul médecin. Le regard de Camille se posa sur Riley, qui avait légèrement tourné la tête, l'observant d'un regard épuisé et vitreux. Je ne voulais effrayer personne, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je pensais que je t'aidais. Tu ne m'as rien dit, dis-je d'une voix froide. Tu ne m'as jamais rien dit. Tu étais déjà distant, lança-t-elle soudain, la voix aigrie. Tu remarquais à peine ce qui se passait la moitié du temps. Tu étais toujours au travail, submergé par les échéances. C'était moi qui étais à la maison avec lui. J'ai fait ce que je pensais être juste. Ma mâchoire se serra, la rage bouillonnant sous la surface. Vous l'avez empoisonné, Camille. Pas moi, commença-t-elle. Mais la porte s'ouvrit et l'agent Grigg entra. Un homme grand d'une trentaine d'années, à la barbe courte, le regard scrutant la pièce d'un seul coup d'œil. Il avait son badge bien en vue et un bloc-notes déjà sorti. J'ai été appelé par la sécurité de l'hôpital, dit-il. Quelqu'un a dit qu'il y avait des inquiétudes concernant une injection inappropriée chez un mineur. Quelqu'un peut-il me renseigner? Le docteur Beck hocha la tête. Vous voulez voir ça, agent? Elle le guida jusqu'au chevet de Riley et souleva brièvement la blouse. Grigg se pencha, examina les marques, puis émit un léger sifflement. Zut, ça ne vient pas d'un protocole hospitalier. Non, confirma-t-elle. Ce ne sont pas de nous. C'est irrégulier, incohérent, et ça ne provient d'aucune procédure que nous avons administrée ici. Il entra avec. L'agent Grigg se tourna vers moi. Qui administre des médicaments à domicile? Mes yeux se posèrent sur Camille. Elle cligna des yeux. Juste moi, dit-elle d'une voix basse. Grigg haussa un sourcil. Et que lui donniez-vous? Des vitamines, dit-elle rapidement. Ce n'était rien de grave. Je n'ai pas réfléchi. Avez-vous une ordonnance ou un certificat médical? Camille hésita. Tout était en ligne. Ce n'était pas officiel. Grigg griffonna dans son carnet. J'aurai besoin du nom du fournisseur, du contenu de tout ce que vous lui avez donné et de toutes vos communications avec ce consultant. Nous collecterons ces informations dans le cadre de l'enquête. Camille se remit à pleurer, des sanglots bruyants et soudains qui semblaient trop performatifs, trop aigus sur les bords. J'avais déjà vu ce genre de scène. La lèvre tremblante, les yeux écarquillés, la façon dont elle s'enlaçait comme si le monde l'attaquait, mais cela ne me touchait plus.
Je voyais maintenant ce que c'était que de la déviation. Elle ne pleurait pas pour Riley. Elle pleurait pour elle-même. Je ne voulais pas lui faire de mal, gémit elle. S'il vous plaît, croyez-moi. L'agent Grigg ne bougea pas, ce n'est pas à moi de décider. C'est au procureur. Il entra dans le couloir pour demander de l'aide par radio. Le docteur Beck le suivit pour lui donner plus de détails. Je me retournai vers Riley, qui semblait si fatigué que j'en avais mal à la poitrine. Je me rassis près de lui et lui pris doucement la main. Riley, murmurai-je. Tu es réveillé? Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Tu es en sécurité. Bon, je vais aller au fond des choses. Il ne parla pas, mais sa main se resserra autour de la mienne. Puis sa voix, rauque et presque inaudible. Elle disait que ça me rendrait forte. Que ça m'aidait. Je fermai les yeux, la rage et le chagrin se mêlant à une substance corrosive dans ma gorge. Tu l'as cru, dit-il pendant un moment. Puis la douleur s'intensifia. Elle me dit de ne rien dire, que ce n'était qu'un visage. T'a-t-elle déjà dit qui était ce médecin? Non. Elle dit juste que c'était un médecin en qui elle avait confiance. Elle dit que tu ne comprendrais pas que tu sois en colère. J'ai ravalé la boule qui se formait dans ma gorge. On aurait pu me dire, mon fils, je ne te serai jamais en colère. Jamais. J'avais peur, murmura-t-il, et j'étais tout le temps fatigué. Je ne voulais pas empirer les choses. Je me suis penché en avant et j'ai doucement pressé mon front contre le sien. Tu n'as rien aggravé. Je te le promets. Elle l'a fait. Camille est restée dans un coin de la pièce, les bras enroulés autour d'elle comme une armure, le regard errant entre nous, l'expression indéchiffrable. L'agent Grigg est revenu avec une infirmière qui lui a tendu un sac plastique scellé contenant des preuves. Il a fait un signe de tête à Camille. Madame, je vais devoir vous demander de m'accompagner pour un interrogatoire plus approfondi. Vous n'êtes pas en état d'arrestation pour le moment, mais nous devons documenter tout ce que vous avez dit et ouvrir une enquête officielle. Camille s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés et vitreux. Vous les laissez faire après tout ça? Je n'ai même pas cligné des yeux. Oui. Elle a laissé échapper un léger sanglot et s'est laissée emmener hors de la pièce. Quand la porte s'est refermée derrière elle, j'ai respiré sans m'en rendre compte. J'ai regardé Riley, qui m'observait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Ni peur, ni confusion, mais confiance. Et j'ai su alors, sans l'ombre d'un doute, que l'histoire de Camille commençait à se dénouer. Et je n'allais pas m'arrêter avant d'avoir dénoué tous les fils. Au moment où Camille est sortie de la chambre d'hôpital de Riley, escortée doucement mais fermement par l'agent Grigg, quelque chose en moi s'est brisé. Non pas comme un hurlement, mais comme une rage sourde et dangereuse qui parfois bouillonne. Le genre de rupture qui rend tout plus vif. Mes sens étaient captés par des détails insoutenables. Le bip des moniteurs de Riley, le léger frémissement des infirmières dehors, la brûlure d'antiseptique dans l'air. Mon monde avait basculé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je me suis assise près du lit de Riley pendant qu'il prenait sa dose, le médicament coulant toujours dans sa perfusion, atténuant la douleur sans effacer le traumatisme. Ses doigts tremblaient de temps en temps. Je l'observais attentivement, comme si j'avais peur qu'il disparaisse si je détournais le regard. Il était si maigre. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où il avait mangé un repas complet sans vomir. Camille avait toujours dit que c'était à cause des médicaments. Il a juste l'estomac sensible, disait-elle, en balayant l'affaire comme si de rien n'était. Mais maintenant, je réalise que ces moments n'étaient jamais rien. C'étaient des signes et je les avais tous manqués. Je laissais tomber ma tête entre mes mains, la culpabilité m'envahissant. Comment avais-je pu laisser ça arriver chez moi? Comment avais-je pu être aussi aveugle? Quand Riley remua, je me redressai aussitôt. Salut, dis-je doucement en repoussant les cheveux de son front. Ça va, il hocha faiblement la tête. De l'eau? J'en versai un peu dans une tasse avec une paille et la portai à ses lèvres. Il but lentement, puis se pencha en arrière. Je pensais qu'elle essayait de m'aider, murmura-t-il. Au début, elle m'a dit de ne rien te dire parce que tu étais stressé. Tu n'as pas à me cacher de tels secrets, dis-je en lui serrant doucement la main. Peu importe ce qu'elle a dit.
Je voudrais toujours savoir ce qui t'arrive. Toujours, Riley cligna des yeux vers le plafond. Je me suis senti mal de te l'avoir dit. Non, dis-je fermement. Tu as été courageux. Nous sommes restés assis en silence un moment jusqu'à ce que le docteur Beck revienne avec une infirmière et un bloc-notes rempli de notes. Elle nous regarda, la bouche serrée. J'ai commencé un relevé officiel de tous les sites d'injection visibles, dit-elle. Des photos ont été prises. Nous testons également des traces de composés sur sa peau. Nous devrions avoir les résultats ce soir. Merci, dis-je. Que se passe-t-il ensuite? Le docteur Beck regarda par-dessus son épaule comme pour s'assurer que Camille ne s'était pas matérialisée derrière elle. Cela dépend des résultats de l'analyse toxicologique. S'il y a des substances étrangères dans son sang non enregistrées dans son dossier, l'affaire passe de préoccupante à criminelle. Nous sommes proches, mais nous aurons besoin de ces données. J'ai hoché la tête d'un air sombre. En attendant, je recommande de rester avec lui, a-t-elle dit. Gardez le calme et en sécurité. Nous avons également signalé son dossier. Personne n'administre quoi que ce soit sans mon accord écrit et celui du directeur de l'hôpital. C'était malin. Cela empêchait Camille de revenir avec une seringue et un sourire. Plus tard dans l'après-midi, l'agent Grigg est revenu avec un autre inspecteur. Ils ont demandé à parler à Camille en privé dans l'une des salles d'interrogatoire du rez-de-chaussée. Je l'ai observée depuis la fenêtre au bout du couloir, assise en face d'eux, les mains serrées sur ses genoux, l'image même de la mère inquiète. Mais j'ai vu les fissures, la façon dont son pied tapait rapidement sous la table, la façon dont elle se léchait les lèvres avant de répondre à une question. Elle était en train de s'effondrer. J'ai fait ma propre déclaration, discrètement mais en détail. J'ai expliqué comment Camille avait progressivement pris en charge les soins de Riley, comment elle insistait pour être celle qui préparait ses repas, lui administrait les compléments alimentaires, gérait ses rendez-vous. Je l'avais remarqué, certes, mais je n'ai pas suffisamment insisté. J'ai mis ça sur le compte du stress maternel. Mais ce n'était pas ça, si. Elle aimait avoir le contrôle, ai-je dit à Grigg, et je l'ai laissé faire. Cette nuit-là, je suis restée dans la chambre de Riley. J'ai rapproché le fauteuil de son lit au maximum, enveloppé dans une de ces horribles couvertures d'hôpital, et j'ai écouté sa respiration saccadée tandis que les machines tic-tac et ronronnaient. Vers 2 heures du matin, il a ouvert les yeux. Papa, oui, mais elle a dit que si je te disais que tu nous quitterais, tu m'en voudrais. Ma gorge s'est serrée. Écoute-moi bien, Riley. Tu n'as rien fait de mal. Rien de tout ça n'est ta faute. D'accord. Il a hoché la tête, mais il n'avait pas l'air convaincu. Je me suis penchée plus près. Je t'aime, ai-je dit plus que tout. C'est grâce à toi que je continue. Si quelqu'un essaie de te faire douter de ça, il ment. Il n'a pas pleuré, mais sa lèvre inférieure tremblait et il a tourné le visage vers l'oreiller. Je ne l'ai pas poussé. Je suis juste restée là, lui tenant la main. Le lendemain matin, le docteur Beck est arrivé avec un visage nouveau, quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Un jeune médecin en blouse blanche, au regard perçant, un stéthoscope soigneusement glissé dans sa poche avant. Voici le docteur Simran Orbix, qui m'a dit qu'elle était toxicologue pédiatrique et une consultante en qui j'avais confiance. Je l'ai fait venir. Nor m'a fait un signe de tête professionnel. Je vais organiser une commission indépendante. Si quelque chose d'inhabituel a été administré, nous le trouverons et nous en remonterons la source. Je l'ai remercié, surprise par la rapidité avec laquelle le système tournait. Mais bon, peut-être que cette fois, il n'avait pas le choix. Camille est restée en garde à vue à l'hôpital, pas encore arrêtée, mais en détention. Son histoire commençait à s'effondrer. Je l'avais entendu dire à une assistante sociale qu'elle n'avait administré des vitamines à Riley qu'une ou 2 fois. Mais le dos de Riley en disait long. Les infirmières aussi, qui se souvenaient l'avoir poussée hors de la chambre au moment de lui donner ses médicaments. Je fixais mon reflet dans la fenêtre de l'hôpital ce soir-là, mal rasé, épuisé, mais éveillé comme je ne l'avais pas été depuis des années. Le mensonge soigneusement construit de Camille s'effondrait brique par brique. Et quand le dernier tomberait, je serais prête. Car si elle pensait que je ne me battrais pas pour mon fils, c'est qu'elle ne m'avait jamais connue.
Lorsque le docteur Samira est revenu avec le bilan toxicologique préliminaire de Riley, j'étais déjà convaincu que nous chassions des fantômes. Que peut-être, d'une manière ou d'une autre, il n'y aurait rien de concluant, juste une nouvelle série de zones d'ombre médicales à décortiquer. Je m'attendais à la déception, mais son regard lorsqu'elle est entrée dans la chambre de Riley m'a fait me redresser. Elle a refermé la porte derrière elle avant de parler. Je n'ai jamais vu de tel niveau passer inaperçu aussi longtemps, a-t-elle dit doucement. Votre fils présente des traces élevées d'arsenic, d'anammonie et de thallium dans le sang. Faible dose, exposition prolongée. Quelqu'un l'a empoisonné avec beaucoup de précautions. Je n'ai pas pu bouger une seconde. Mon cerveau refusait d'enregistrer ce que j'entendais. Tu es sûr? Aussi sûr que possible sans confirmation par biopsie, dit-elle. Les niveaux sont juste en dessous du seuil des signaux d'alarme hospitaliers traditionnels, ce qui explique probablement pourquoi personne ne l'a détecté plus tôt. Mais avec le temps, ils font des ravages. Dégradation des organes, symptômes neurologiques, troubles gastro-intestinaux. Tout ce que tu as décrit concorde. J'ai regardé Riley, qui dormait, la tête légèrement tournée vers la fenêtre, inconscient de la tempête qui se déchaînait autour de lui. Donc, ce n'était pas que des injections, ai-je dit lentement. C'était dans sa nourriture, ses boissons. Le docteur Nord hocha la tête d'un air sombre. Probablement une combinaison des deux. L'arsenic peut se dissoudre dans les liquides. Le thallium 2. Les ecchymoses sur son dos suggèrent que les injections sous-cutanées n'étaient qu'une partie du processus. Celui qui a fait ça était méthodique. Prudent. La rage qui montait dans ma poitrine ne rugit pas. Elle s'installa. Épaisse et froide. Camille. Elle avait toujours insisté pour lui préparer ses repas. Elle disait toujours que Riley était trop sensible aux encars industriels. Elle avait toujours un régime spécial de smoothies et de compléments alimentaires, des trucs qu'elle préparait elle-même et qu'elle qualifiait de remèdes naturels. Je me suis levée lentement. Il faut porter plainte. Le docteur No m'a touché le bras. L'hôpital a déjà transmis nos conclusions à l'agent Grigg. Mais il y a autre chose. Nous avons trouvé quelque chose d'étrange dans ses récentes analyses sanguines. Des fragments de composés traces provenant d'un stimulant synthétique. Très obscur. Je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas croisé les listes noires de la FDA. Cela signifiait que quelqu'un avait utilisé un produit chimique qui n'est plus légal aux États-Unis, mais qui existe toujours sur le marché noir. Quelqu'un avec des connaissances pharmacologiques, pas juste un parent désespéré avec un tiroir de vitamines. Un nouveau nom a surgi dans mon esprit comme un nuage d'huile et d'eau. Le consultant de Camille, celui qui, selon elle, lui avait envoyé des traitements. Je n'y avais pas cru, pas entièrement, mais maintenant, ça a fait tilt. Elle n'avait pas fait ça toute seule. De retour au chevet de Riley, je me rassis et lui pris la main. Elle était chaude. Ce n'était plus le cas depuis des semaines. Il remua, les yeux s'ouvrant brusquement. Papa, je suis là, dis-je avec un sourire las. Tu es en sécurité, il fronça légèrement les sourcils. Où est maman? J'hésitai. Elle est absente pour l'instant. Il hocha lentement la tête, presque comme s'il s'y attendait. As-tu découvert ce qu'elle m'a donné? Je le regardai droit dans les yeux. Oui, et ce n'était pas un médicament, Riley. C'était du poison. Son souffle se coupa un instant, mais il ne parut pas surpris. Cela seul brisa quelque chose en moi. Mon fils souffrait, avait peur, et il s'attendait à cette vérité depuis le début. Je voulais te le dire, murmura-t-il. Vraiment. Mais elle a dit que si je le faisais, on perdrait tout. Je me penchai plus près. Que veux-tu dire? Elle a dit, si tu l'apprenais, tu partirais. Qu'on ne serait plus une famille. Que tu me reprocherais d'être faible. Riley, ai-je dit d'une voix pâteuse. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. Il a lentement cligné des yeux, puis a dit quelque chose qui m'a coupé l'air. Elle avait l'habitude de parler à quelqu'un au téléphone la nuit. Un homme a dit qu'il l'aidait. Une fois, je l'ai entendu dire, je lui ai donné la bonne dose. Comme tu l'as dit. Mon estomac s'est glacé. Il a hoché la tête.
Elle le murmurait toujours. Mais un soir, elle a laissé tomber son téléphone. J'ai vu un nom sur l'écran avant qu'elle ne le prenne. Juste une lettre. Je me suis levée lentement, la tête déjà en ébullition. Tu n'as rien fait de mal. Je veux que tu saches que tu as été manipulé. Tu étais ciblé. Riley a baissé les yeux. Je ne voulais pas être la cause de tout l'échec. Tu n'en as jamais été la cause. C'est elle qui l'a été. J'ai quitté la pièce et j'ai trouvé le docteur No dans le couloir. J'ai besoin d'une faveur. Elle a haussé un sourcil. Vas-y. J'ai besoin que tu me laisses un moment seul avec le sac d'hôpital de Camille. Celui qu'elle gardait à l'infirmerie. Elle l'apportait tous les jours. Elle disait qu'il contenait son journal, ses compléments alimentaires, ses médicaments personnels. Je vais voir ce que je peux faire, a-t-elle dit. Et en quelques minutes, j'ai eu accès au sac sous prétexte d'une consultation médicale d'urgence. À l'intérieur, au-delà de la trousse à maquillage et des pastilles à la menthe, se trouvait un petit carnet relié en cuir. L'écriture était indéniablement celle de Camille, avec ses boucles et ses fioritures cursives parfaites. Je l'ai feuilleté, page après page, de notes de dosage, de journaux de repas, d'observations comportementales, certaines concernant Riley, d'autres des noms que je ne reconnaissais pas, mais une page m'a arrêté net. 2.5 Un policier expire à 18 ans. Doit rester une mort naturelle. J'ai dit que la subtilité est essentielle. Je l'ai lu 2 fois avant d'y croire. Camille avait souscrit une assurance vie qui ne serait versée qu'avant les 18 ans de Riley et seulement si la cause du décès était jugée naturelle. Ce n'était pas de la parentalité désespérée. C'était prémédité. J'ai trouvé Grigg cet après-midi-là et je lui ai tendu le carnet. Il l'a feuilleté en secouant la tête. Tu n'avais pas tort de te fier à ton instinct. On va déposer un mandat d'arrêt d'urgence contre son domicile. On fouillera ses appareils, ses tiroirs, tout. Et si elle a un agent nommé G, on le trouvera. De retour dans la chambre de Riley, j'ai repris la main de mon fils. Ça va aller mieux maintenant, ai-je dit doucement. Tu as été courageux. Tu m'as dit la vérité, et ça nous a apporté la paix dont nous avions besoin. Il a souri faiblement, puis son visage s'est assombri. Elle a dit que tu ne me croirais jamais, a-t-il murmuré que personne ne le croirait. Je me suis penchée et l'ai regardé dans les yeux. Alors je suppose qu'elle ne me connaît pas du tout. Ils ont perquisitionné la maison juste après le lever du soleil. L'agent Grigg m'a appelé depuis l'allée. Debout à la fenêtre de l'hôpital, Riley endormi à mes côtés, je regardais le lanrodé des voitures banalisées et des équipes de recherche des preuves traverser la propriété que Camille et moi appelions autrefois notre maison. Un endroit tranquille avec des parterres de jardin qu'elle entretenait et un carillon éolien qui, disait-elle, rendait les soirées moins solitaires. L'ironie de la situation était désormais lente à se manifester. Votre femme avait bien plus de secrets que des piqûres, dit Grigg d'une voix rauque au bout du fil. Nous avons trouvé un compartiment caché derrière un tiroir de la commode de votre chambre principale. À l'intérieur se trouvaient plusieurs fioles, les étiquettes grattées, certaines avec des céréales tachées. Et 2 téléphones prépayés, tous 2 actifs. Nous les clonons actuellement. Je n'ai pas réagi tout de suite. J'ai juste regardé l'un des agents sortir un sac de preuves scellé de la maison, le tenant comme s'il allait exploser. Vous avez bien fait, a ajouté Grigg. Il se passe bien plus de choses ici que nous ne le pensions au départ. Combien plus? Il a hésité. Et ce silence m'a tout dit. Il y a un fil de discussion provenant d'un des prépayés. Quelqu'un identifié uniquement par G. Le contenu est accablant. Lisez-le. Il l'a fait. Mot pour mot. Maintenez-le sous sédatif. Faites en sorte que cela paraisse naturel. Une fois terminé, le fonds fiduciaire sera activé. Vous serez libre. Mes jambes ont faibli. Je me suis agrippé au rebord de la fenêtre pour rester debout. Fonds fiduciaire. Exactement, a dit Grigg. Il s'avère que Camille a ouvert un fonds fiduciaire au nom de Riley il y a 1 an. Et il y a une moitié. 2,5 millions de paiements subordonnés à la mort naturelle avant l'âge de 18 ans. Vous n'étiez pas répertorié comme co-signature. Elle a forgé une signature.
Mon sang a couru froid. Elle allait le tuer. Elle s'y préparait. Grigg a confirmé avec précision. La compagnie d'assurance a déjà figé le compte et une action en justice est déposée. Vous voudrez votre propre avocat, surtout avec la distance que cela se passe. J'en ai un, dis-je catégoriquement. Et il est meilleur que le sien. J'ai raccroché et je suis retourné au chevet de Riley. Il remuait, les paupières flottant, ses mains cherchant. Je l'ai attrapé doucement. Tu vas bien? J'ai chuchoté. Toujours ici? Il sourit faiblement, un sourire fatigué qui n'atteint pas ses yeux. Que se passe-t-il? J'ai hésité pour un battement de cœur. Puis j'ai dit, ils ont fouillé la maison. Ils ont trouvé plus de choses. Des flacons, des téléphones, des conversations. Il détourna les yeux, donc elle ne le faisait pas seule. Non, dis-je. Il y a quelqu'un d'autre impliqué. Un homme, probablement quelqu'un d'origine médicale ou pharmacologique. Ils l'ont planifié ensemble. Le silence entre nous s'est étendu. Riley déglutit dur. Je savais que c'était plus grand qu'elle. Je l'ai regardé alors. Le regarda vraiment. 17, mais portant déjà plus de poids que la plupart des hommes 2 fois son âge. Les ecchymoses n'étaient pas seulement sur sa peau. Ils étaient en lui maintenant. Les blessures se sont cousues dans la façon dont il cligna des yeux. La façon dont il a été de diviser chaque mot qu'il a dit. Mon garçon méritait mieux que ça. Mieux que les mensonges, puis les demi-truths, puis le poison s'est déroulé comme aide. Je suis désolé, dis-je. Il tourna la tête vers moi. Pourquoi? Pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Pour l'avoir laissé contrôler l'histoire. Vous travaillez, dit-il tranquillement. Vous essayez de nous garder à flot. Cela n'excuse rien. Il hocha légèrement la tête mais ne dit rien. Et peut-être que ce silence était son pardon. Ou peut-être que c'était trop attrayé maintenant. Quoi qu'il en soit, je suis resté à ses côtés. Cet après-midi, le docteur No est revenu avec un dossier épais de résultats. Elle l'a présenté comme un procureur préparant un acte d'accusation. Nous avons confirmé la présence de thallium, d'arsenic et d'un cocktail de composés synthétiques qui ont été éliminés en médecine juridique il y a 10 ans. L'un d'eux reprend un stimulant interdit utilisé dans les améliorateurs d'énergie hors marché. Seule une poignée de personnes auraient accès. Les ex-marchandissements, les chimistes opérant sur les marchés noirs ou quelqu'un lié à des essais cliniques à l'étranger. Et cette personne J'ai demandé. J'ai tiré des enregistrements téléphoniques, a-t-elle dit. Le numéro de j'ai relié à un Gabriel Marchand. Sonner des cloches? J'ai secoué la tête. Ancien pharmacologue, a-t-elle poursuivi. Dépouillé de sa licence il y a 6 ans après avoir été surpris en train de vendre des composés non approuvés aux cliniques holistiques et aux praticiens de la clandestinité. Il a disparu après sa 2e suspension. Pas d'adresse publique, mais son nom apparaît dans quelques forums en ligne, coins cachés du web, où les traitements expérimentaux sont vendus sous la table. Camille l'a trouvé, dis-je. Bien sûr, elle l'a fait. Elle ne l'a pas simplement trouvé, le docteur Needy, sa voix se resserrant. Elle s'est associée à lui. J'ai cligné des yeux. Quoi? Nous avons égalé des eurodatages des transactions par téléphone et par carte de crédit de Camille. Les retraits en espèces mensuels, toujours juste sous les seuils de signalement, suivis des paiements de parking de motels locaux, toujours le même. Toujours dans l'heure suivant ces courses d'épicerie prévues ou les rendez-vous de thérapie de Riley. Camille le rencontrait, le payant. Alors que je pensais qu'elle achetait des produits d'épicerie ou attendait dans un parking pour le ramassage de l'école, elle échangeait des recettes de poison. Dieu, marmonna-je. Elle a construit ce plan jusqu'au dernier parfum. Le docteur Nur m'a donné un coup d'œil. Elle a été organisée, calculée. Elle a tout gardé sur les livres, mais les pare-feux ont craqué maintenant, et nous le poursuivons ensuite. Comment? Nous avons le numéro de téléphone de G et nous le suivons. C'est tout ce dont nous avons besoin pour commencer. Les prochaines heures ont été floues. Le nouveau plan de traitement de Riley, des entretiens supplémentaires, des appels téléphoniques avec des avocats. J'ai à peine quitté son côté. Mais chaque fois que je le regardais,
vivant, respirant, essayant, je me rappelais pourquoi je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. À un moment donné, je suis sorti dans le couloir pour un peu d'air. C'est à ce moment-là que l'officier Grigg m'a retrouvé. Elle a craqué, dit-il simplement. Camille, il hocha la tête. A admis qu'elle administrait des traitements sous la direction d'un consultant en qui elle avait plus confiance que l'hôpital. Elle ne nommera toujours pas Gabriel directement, mais les messages parlent d'eux-mêmes. Quoi d'autre? Nous examinons maintenant les dossiers financiers. Compte offshore. Elle a acheminé de l'argent grâce à une charité factice liée à l'alias de Marone. Il n'y a aucune chance qu'elle s'éloigne de cela. J'ai regardé le mur pendant longtemps après son départ. Camille avait construit une forteresse de mensonges. Intelligent, transparent et hermétique émotionnellement, mais cette forteresse a eu une fissure, et Riley était celle qui me l'a montrée. À l'intérieur de sa chambre, je me suis assis à ses côtés, en regardant le rythme constant de son souffle, sa poitrine s'élevant, tombant, vraiment vivante. Tu sais ce qui est drôle? J'ai dit à haute voix, je ne sais même pas s'il écoutait. Elle s'appelait la colle. Celui qui nous a tenus ensemble. J'ai ri. C'était sec, amer. Mais toi, tu étais la vérité, Riley. Même quand ça faisait mal, même quand ça vous a fait peur. Ses yeux s'ouvrirent un peu. Je ne me sentais pas courageux. Tu étais, chuchoté. Vous êtes dehors. Le soleil se couchait, la lumière en or saignait à travers les stores de la fenêtre. Pour la première fois depuis des semaines, je me laisse croire qu'il pourrait en voir un autre demain. Et le suivant, le pare-feu se fissurait et nous passions enfin. Il ne me laisserait pas entrer dans la salle d'interrogatoire. Protocole juridique, ont-ils déclaré. Conflit d'intérêts, proximité émotionnelle. Mais je l'ai toujours vu à travers le verre. Camille s'est assise en face de l'officier Grigg et du détective Lio, ses doigts se contractant contre la table en métal comme si elle comptait quelque chose d'invisible. Son alliance avait été supprimée. Ses cheveux, généralement vierges, ont été retirés dans un lâche. Elle avait l'air fatiguée, mais pas brisée. Je me tenais derrière le miroir bidirectionnel, les poings serrés si étroitement les os hachés. Regarder la femme que j'ai juré une fois d'aimer jusqu'à ce que la mort explique ses crimes dans la voix calme imaginable, m'a fait sentir que les murs autour de moi se pressaient lentement. Elle a dit qu'elle voulait l'aider, marmonna Grigg à côté de moi. Qu'elle croyait aux méthodes alternatives, qu'elle pensait que le système lui avait échoué et l'argent que j'ai demandé. Grigg secoua la tête. Elle a appelé cela une éventualité, a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention de collecter à moins que, Dieu ne plaise, quelque chose s'est produit, mais elle ne peut pas expliquer les messages à Gabriel Marchand. Elle ne dira même pas son nom. À l'intérieur de la pièce, Liao a glissé une pile de messages imprimés à travers la table, des photos de texte des téléphones de brûleurs, des reçus de retrait, des factures d'expédition retracées à une société de coquilles connectées au marchand. Camille n'a pas tressailli. Elle a parcouru les pages comme s'ils étaient une lecture légère, comme s'ils ne décrivaient pas l'empoisonnement méthodique de son seul enfant. Elle ne le voit pas, dis-je tranquillement. Ou peut-être qu'elle le fait, mais elle pense que les extrémités justifient tout. Elle n'est pas folle, a répondu Grigg. Elle est stratégique et dangereuse. Je m'éloignai du miroir et descendais dans le couloir, le cœur battant. Je ne voulais plus la voir. Pas la façon dont elle était assise là, détachée de l'horreur qu'elle a orchestrée. Je ne voulais pas me souvenir des nuits où nous sommes restés dans cette pépinière pour parler du genre de vie que nous donnons à notre fils. Elle a pleuré la première fois que Riley a eu de la fièvre. Je m'en souviens maintenant. Je me demande si c'était réel ou répété. Plus tard dans la soirée, après que Camille a été officiellement accusée de tentative de meurtre et de complot pour commettre une fraude à l'assurance, je me suis assis à nouveau au chevet de Riley. Ses moniteurs bipèrent doucement. Il dormait mieux, toujours groggy, toujours faible, mais sa couleur revenait. Le docteur Nurse a déclaré que son rétablissement serait lent, mais possible. Chaque jour, il se réveille sans de nouvelles toxines dans son système est une victoire, a-t-elle dit. Riley ouvrit les yeux et me regarda. Tu as l'air fatigué. J'ai souri faiblement. Drôle. J'allais te dire la même chose. A-t-elle dit quelque chose?
J'ai hoché la tête. Elle a admis une version de la vérité. Un mensonge arrosé enveloppé dans de bonnes intentions. Il détourna les yeux. Je ne comprends pas. Pourquoi une mère ferait-elle ça à son propre enfant? Je me suis assis en avant, des coudes à genoux. Je me suis demandé que 100 fois, Riley. Je n'ai pas de vraie réponse, mais parfois les gens se mentent si longtemps qu'ils croient leurs propres histoires. Camille pensait qu'elle vous réparait ou fixait quelque chose en elle-même à travers vous. Elle a dit que j'étais malade. Il a chuchoté que j'avais quelque chose que les médecins manquaient. Elle s'est convaincue que vous étiez brisé pour qu'elle puisse se sentir comme un sauveur. Les yeux de Riley se remplissaient de larmes. Je ne veux pas être brisé. Tu n'es pas? Dis-je, voix épaisse. Vous êtes blessé, mais vous êtes toujours là et nous allons passer à travers cela. Il hocha la tête, essuyant son visage avec le dos de sa main. Puis il a posé la question que je savais arriver. Que arrive-t-il maintenant? Elle va en prison, dis-je. Pendant longtemps. Il n'a rien dit au début, il regarda juste le plafond, ses lèvres pressées serrées. Bien, il a finalement chuchoté. Le lendemain matin, Greg m'a rencontré dans le café de l'hôpital. Il avait l'air encore plus fatigué que moi, ses yeux rouges, collier de chemise, vous demandez. Il m'a tendu un lecteur flash et un dossier. Tout ce que nous avons sur Gabriel Marchand, il a dit qu'il était plus impliqué que nous ne l'avons réalisé. Camille n'était pas son premier partenaire. Il y a un modèle. Les enfants généralement sous la tutelle, les font en confiance, les traitements. Nous travaillons maintenant avec un groupe de travail fédéral. L'a-t-elle abandonné? Non, a dit Greg, mais elle n'avait pas à le faire. Les messages étaient suffisants. Nous l'avons tracé dans une propriété du Vermont. Les équipes de Red Rural leur réseau emménagent demain. J'ai hoché la tête, feuilletant le dossier. Photos de Marchand. Des informations d'identification. Holcourt d'Austin. Les témoignages de parents endeuillés qui ne savaient pas qu'ils avaient été ses sujets de test jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il doit payer pour ce qu'il a fait. J'ai dit qu'il le ferait. Greg a promis. Mais je vous le dis maintenant, ce ne sera pas une bataille propre. Il est glissant, légalement isolé. Vous voulez la justice? Vous feriez mieux de vous pousser fort. Je pousse déjà, dis-je. Et je ne m'arrête pas. Cet après-midi, j'ai embauché un enquêteur privé et une société de litige spécialisée dans la négligence pharmaceutique. Je voulais des poursuites intentées. Je voulais des licences révoquées, des comptes figés, chaque chemin d'évasion coupé. Camille et Gabriel pensaient qu'ils étaient intelligents, calculés, intouchables. Ils avaient tort. Le soir, je me suis assis dans la chapelle de l'hôpital, non pas parce que j'étais religieux, mais parce que j'avais besoin d'un silence. J'ai regardé les bougies vacillantes, la faible lumière dorée tremblante comme si elle n'était pas sûre si elle y appartenait. J'ai pensé à mon mariage. Camille en blanc, moi souriant comme un idiot. Nous avions écrit nos propres vœux. Les siens étaient longs, poétiques, remplis de phrases comme pour toujours attachés. Notre fils ne connaîtra que l'amour, pas d'ombre que je ne poursuivrai pas. Maintenant, j'ai vu ces mots comme un camouflage. Ces mensonges n'étaient pas simplement construits en silence. Ils ont été cousus dans les coutures de nos promesses. Des vœux brisés, je murmurais. Mais je suis toujours là. Je suis toujours son père et il est toujours à moi. Je suis retourné dans la chambre de Riley, plus stable, plus fort. Camille a peut-être brisé ce que nous avons construit, mais je reconstruisais à partir des pièces qu'elle pensait être cassées. Pas pour la vengeance. Pour Riley, parce qu'il méritait une vie faite de vérité, pas les éclats de l'obsession d'une mère. Les jours qui ont suivi étaient plus silencieux, mais seulement à la surface. Sous le rythme immobile des machines hospitalières et le mur mou des infirmières dans le couloir, une guerre était en train de construire. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de découvrir le passé. Il s'agissait de protéger l'avenir. Riley guérissait. Lentement, sous la surveillance minutieuse du docteur Nord, les toxines de son système ont commencé à baisser. Sa couleur est revenue, et avec elle, un scintillement du garçon qu'il était, celui qui a roulé des yeux sur de mauvaises blagues et m'a battu à trivia pendant le petit déjeuner.
Il dormait toujours souvent et son appétit n'était pas complètement revenu, mais il riait parfois et c'était suffisant pour me garder ancré. J'ai emménagé dans la suite hospitalière avec lui, converti le fauteuil inclinable en lit, refusé de partir même lorsque les infirmières ont offert un respect. Je voulais être là pour chaque médicament, chaque visite, chaque soupir de la nuit. Je ne faisais confiance à personne d'autre. Plus maintenant. Le nom de Camille n'a été mentionné que si Riley en a évoqué. Et même alors, c'était avec le détachement de quelqu'un qui se souvenait d'un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Je pense qu'il essayait de comprendre combien cela avait été réel, le cas échéant. Une nuit, alors qu'il ramassait un plateau de purée de pommes de terre et de soupe, il a levé les yeux et a dit « Pensez-vous qu'elle m'aimait jamais, ou étais-je juste un projet ?» Les mots ont atterri comme un plomb dans ma poitrine. « Je pense qu'elle croyait qu'elle vous aimait », ai-je répondu avec soin. Mais le véritable amour ne cache pas les seringues. Ça ne mente pas ou ne fait pas de mal. Quoi qu'elle ressentît, ce n'était pas le genre d'amour qui garde quelqu'un. Le non-sens réconfortant des caricatures et du bruit de fond. Plaideur que je connaissais. Le gel des actifs connus de Camille, mais maintenant je voulais aller plus loin. Elle a caché de l'argent à l'étranger, dis-je. Commencé à creuser chaque compte, chaque transaction au cours des 5 dernières années. Connor hocha la tête. Et Gabriel ? Je veux tout. S'il vendait des médicaments sans licence à d'autres familles, nous les trouvons. Nous déposons les recours collectifs. Je veux que son nom brûle. J'espère que vous êtes prêts pour ce que cela coûtera, a averti Connor. J'ai déjà payé le prix, dis-je. Maintenant, il est temps qu'il le fasse aussi. J'ai basculé de l'IRS, je leur ai dit où chercher. Les dons de bienfaisance de Camille à un organisme à but non lucratif de santé désormais défunte étaient un jeu de coquillage, et le nom de Gabriel est apparu dans leur premier dépôt. Compte offshore, revenus mal déclarés, frais médicaux falsifiés. Je leur ai remis le sentier, soigneusement emballé dans des dossiers numériques. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai contacté l'une des victimes passées de Gabriel, une femme nommée Lisa Granger, dont la fille était décédée lors d'une thérapie expérimentale administrée par Gabriel dans une chambre d'hôtel il y a 6 ans. Elle a essayé de poursuivre, mais l'affaire s'est dissoute sous des preuves insuffisantes et un manque de muscle légal. Cette fois, elle m'a eu. Je rouvris tout, lui dis-je. Et cette fois, nous apportons le marteau. Lisa a pleuré silencieux et haletant de sanglots de soulagement. J'ai promis que je couvrirais ses frais juridiques. Je le pensais. Pendant ce temps, j'ai gardé Riley entouré de gens qui ne l'aimaient pas seulement, mais je l'ai cru. Ma sœur a volé et a amené ses enfants. Son meilleur ami, Jessie, a visité tous les 2 jours avec des histoires stupides et ugly get well balloon. L'aile de l'hôpital était plus chaude, plus sûre, comme un endroit où la vie était réellement autorisée à grandir. Mais la sécurité était encore serrée. J'avais embauché un détail de sécurité privée pour garder la chambre et les changements de Riley. Je ne savais pas de quoi Gabriel était capable et je ne prenais pas de risques. L'une des infirmières a demandé si c'était exagéré. Peut-être que je lui ai dit, mais je préfère être paranoïaque que de pleurer. Le docteur No nous a mis à jour sur les progrès de Riley chaque matin. Il répond mieux que prévu, a-t-elle dit. Ses niveaux se stabilisent. Il aura des effets secondaires à long terme, oui, mais gérables. Il est fort. J'ai hoché la tête. Il a toujours été. Un soir, alors que je m'asseyais à côté de Riley, traversant de vieilles photos sur mon téléphone, il a souligné l'un de lui en 3e année. Dents manquantes, glaçant sur son menton, riant au milieu de la boute. C'était le gâteau de maman, a-t-il dit. Je l'ai regardé, je ne sais pas quoi dire. Elle avait l'habitude de cuire, a-t-il poursuivi. Tous les samedis, je pense que j'ai commencé à tomber malade après s'être arrêtée. Pourquoi pensez-vous qu'elle s'est arrêtée? Elle a dit que trop de sucre était mauvais pour moi. Combien je devrais me battre? Je savais juste une chose avec certitude. Cette guerre n'était plus une question de Camille. C'était pour Riley, pour son avenir, pour son droit de grandir sans peur. La salle d'audience sentait le bois poli et l'air froid, le genre qui n'a jamais semblé se réchauffer, peu importe le nombre de personnes qui ont rempli les sièges.
Les caméras n'étaient pas autorisées, mais cela n'a pas empêché les journalistes d'essayer les marches à l'extérieur comme des vautours. J'ai vu les flashs à travers les fenêtres du hall, des touches de lumière brillante qui m'ont rappelé des coups de feu. C'était approprié. Quelque chose était en train de mourir dans ce bâtiment. Pas une personne, peut-être, mais un mensonge. Une illusion soigneusement construite était sur le point d'être retirée à sa vérité la plus lourde. Camille est entrée en premier. Elle était plus mince. L'uniforme de la prison orange s'est affronté avec sa peau, qui avait l'air plus sallow que je ne m'en souvenais. Ses yeux, une fois si tranchants et connus, étaient ternes maintenant, mais elle n'avait pas l'air plein de remords. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle avait accepté les conséquences comme gênantes plutôt que dévastateurs. Puis vint Gabriel Marchand. Il portait un costume d'une manière ou d'une autre. Navy pressé et sans une seule ride. Ses cheveux étaient peignés, son expression illisible. Si Camille était un fantôme, Gabriel était une ombre, glissante, calme, mais jamais encore. Les gardes ont été nommés se sont restés près de lui comme s'ils savaient mieux que de supposer qu'il respecterait les règles même maintenant. Je me suis assis au premier rang, Riley à côté de moi. Il était enveloppé dans un pull sombre, son visage pâle, mais résolu. Sa main agrippa la mienne sous la table. Il ne parlait pas. Il ne l'avait pas fait, pas depuis que nous sommes entrés dans le bâtiment, mais je pouvais sentir la chaleur dans sa paume, le petit aigu dans ses doigts que je remarquerais. Le monde a vu un courageux adolescent. J'ai vu un garçon qui avait dû grandir dans un cauchemar. L'État a commencé par des preuves, minutieusement organisées. Le docteur No avait passé des semaines à préparer des rapports de toxicologie, des délais, des résultats des tests et des photographies. Chaque article a été soumis avec une précision qui n'a laissé aucune place à l'interprétation. Les flacons trouvés dans le tiroir de Camille, les téléphones de brûleurs, le texte de G, le cahier avec des notes posologiques et les avertissements déclencheurs. Il a peint un tableau si grotesque que même les jurés tressaillirent parfois. Mais c'est Riley qui a rendu la pièce à retenir son souffle. Il a été appelé à la position le deuxième jour. Le juge nous a donné la possibilité de le retenir de l'examen direct, mais Riley a insisté. Je veux le dire, il m'a dit à haute voix où elle pouvait l'entendre. Il se dirigea lentement vers le stand. Le greffier le jugera, puis le silence. Le procureur, une femme du nom de Hinsley, s'est approchée attentivement. Riley, pouvez-vous dire au tribunal ce qui s'est passé chez vous au cours de la dernière année? Il a léché ses lèvres, puis a commencé. Sa voix était douce au début, mais elle s'est renforcée à chaque mot. Elle m'a dit que j'étais malade. Il a dit que les médecins ne savaient pas de quoi il parlait. Elle a commencé à me donner ses coups la nuit. Il s'agissait de vitamines, que je devais lui faire confiance. Camille n'a pas bougé. Elle a fait ses smoothies. Dit qu'ils étaient pleins de protéines, mais ils ont fait moi étourdi, nauséeux. Parfois, je m'éclairais. Elle m'a dit que c'était mon corps s'adapter. Hinsley hocha doucement. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'autre impliqué? Non, a-t-il dit, mais je l'ai entendu parler au téléphone. Elle l'a appelé G. Elle dirait des choses comme, il ne réagit pas comme vous l'avez dit. Ou, les dizaines ne fonctionnent pas. Une nuit, j'ai vu son nom, Gabriel. Elle a attrapé le téléphone quand elle a réalisé que j'ai regardé. J'ai vu la mâchoire de Marchand se resserrer, mais sinon il est resté immobile. Vous a-t-elle déjà dit de ne pas en parler à votre père? La bouche de Riley se contracta tout le temps. Elle a dit, papa ne comprendrait pas qu'il s'éloignait déjà de nous. Que si je le disais, il pourrait partir et alors ce serait ma faute. Le verdict est venu. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Camille a été condamnée à 27 ans. Pas de libération conditionnelle, pas de probation. Ces crimes ont été considérés comme une trahison grotesque de l'obligation maternelle par le juge. Gabriel Marchand a reçu 32 ans. Sa licence, depuis longtemps dépouillée, a été citée comme preuve d'intention. Il avait connu les dégâts qu'il causait. Il s'en fichait. Aucun d'eux n'a regardé Riley pendant que les phrases étaient lues. Mais je les ai regardés tous les deux et je me suis assuré qu'ils me voyaient. Plus tard, en dehors du palais de justice, les journalistes ont réclamé des citations. Je n'ai pas dit grand-chose, juste une ligne.
La justice ne se termine pas par une peine. Ça commence là. Je le pensais. Parce que je me suis assuré qu'ils n'allaient pas simplement en prison. Je me suis assuré que leur réputation était brisée, leurs actifs saisis, leurs noms ont tendu chaque média. Chaque faux brevet que Gabriel avait enregistré a été exposé. Chaque récit caché que Camille a caché était drainé et redirigé vers une fiducie, un Riley posséderait à son 18e anniversaire. Ils n'ont pas seulement perdu, ils ont été effacés. À la maison, Riley m'a demandé une fois, « Pensez-vous que cela cessera jamais de blesser ?» J'ai répondu honnêtement. Non, mais ça va moins mal parce que maintenant tu es en sécurité. Et dans cette salle d'audience, avec sa voix stable et sa vérité a finalement entendu, mon fils n'a pas simplement survécu à ces monstres. Il les a vaincus. 6 mois s'étaient écoulés. Je n'ai jamais cru que la paix pouvait être trouvée en silence, mais ici, elle fredonnait comme un rythme cardiaque constant. Notre nouvelle maison, petite, orientée vers le lac et simple, ne ressemblait en rien à celle de Camille et j'ai construit dans la banlieue. Il n'y avait pas de manucuré ni de carreaux polis. Pas de voisins assez proches pour regarder par les fenêtres, juste un porche qui a grincé lorsque vous vous êtes marché dessus, un chien nommé Murphy, qui abritait les oiseaux comme s'ils étaient des menaces personnelles, et le rire de Riley faisant écho à travers les arbres quand il était assez fort pour courir à nouveau. C'était suffisant. Riley était devenu ses cicatrices, non pas avec amertume, mais avec calme résoudre. Son corps toujours HD, ses médicaments étaient à 3 personnes, ce que le médecin n'y appelait un miracle. Il a de nouveau esquissé. Il a nagé dans le lac. Parfois, je l'attrapais juste assis sur le quai, les orteils dans l'eau, perdu dans les pensées. Mais il n'y avait plus de cauchemar qui le réveillait en criant. Plus de tressaillements lorsqu'une infirmière est entrée dans une pièce. Plus d'ombre derrière ses yeux qui ne lui appartenaient pas. Le procès était terminé, mais l'histoire ne l'avait pas fait. Camille purgeait son temps dans un établissement de l'État à 2 heures. Je n'ai jamais visité. Riley non plus. Il n'avait pas demandé une fois. Ces lettres sont arrivées mensuellement, chacune de plus désespérée que la précédente. Les premiers ont essayé d'expliquer, puis ils ont supplié. Le dernier vient de dire, « S'il vous plaît, dites-moi qu'il va bien. » Je n'ai jamais répondu. Je ne les ai même pas ouverts après le 3e. Je les ai empilés dans un tiroir que je n'ai pas utilisé à côté de l'album photo qu'elle a fait pour le 1er anniversaire de Riley. Elle avait fait un gâteau cette année-là. Glaçage bleu, déséquilibré. Moi se souvenais qu'elle pleurait quand elle s'est inclinée. Elle a dit que ça devait être parfait. J'aurais dû savoir même alors que la perfection était son piège. Gabriel Marchand, pour sa part, a été enterré dans des poursuites. Après le procès, notre équipe juridique a remis tous les documents, chaque dossier de patient, chaque achat traçable. Les familles qui pensaient avoir été des victimes isolées se sont retrouvées dans un chagrin commun. Je ne les ai pas simplement aidés à poursuivre. Je leur ai donné des preuves que les tribunaux n'ont jamais eues. Et j'ai financé le recours collectif moi-même avec l'argent de Camille. Cela semblait juste. Un matin, je me suis assis sur le porche arrière en sirotant du café pendant que Murphy somnole à mes pieds et Riley travaillait tranquillement dans son carnet de croquis. Le lac était calme, argenté à la lumière. Le genre de scène qui vous a fait croire à la guérison. Mon téléphone a bourdonné. Une alerte de nouvelles. La détenue Camille Rennes a hospitalisé après un incident en prison. Je l'ai lu 2 fois. Elle avait survécu, mais à peine. Une altercation avec un autre détenu. Pas d'armes, juste des poings et de la fureur. La prison avait son propre genre de justice. Un endroit où la trahison n'était pas résumée. C'était personnel. Je n'ai pas réagi. J'ai juste verrouillé l'écran et glissé le téléphone face vers le bas sur la table. Riley leva les yeux de son cahier. Tout va bien? Ouais, j'ai dit. Juste spam. Il m'a regardé pendant 1 seconde de plus, puis est retourné au dessin. Nous n'avons pas beaucoup parlé d'elle. Non pas parce que nous l'évitions, mais parce que l'air n'avait plus besoin de son nom. C'était un fantôme sans place à hanter. Et Riley. Il avait cessé de porter son poids sur le dos. Cet après-midi, nous sommes allés en ville pour l'épicerie. Le caissier,
Un homme aux cheveux gris avec un sourire aimable, a salué Riley comme s'ils étaient de vieux amis. Devenant plus grand chaque semaine, il a plaisanté. Riley sourit. C'est la céréale. L'homme gloussa. Continuez à grandir, gamin. Le monde en attente. Sur le chemin du retour, Riley s'est tourné vers moi et m'a demandé, « Pensez-vous jamais que vous êtes allé trop loin ?» La question ne m'a pas surpris. Je l'attendais. J'ai parfois gardé les yeux sur la route. Mais je pense aussi si je ne l'avais pas, elle serait toujours là-bas. Il aussi. Et l'enfant de quelqu'un d'autre pourrait être le prochain. Il hocha la tête. Je comprends. Je ne sais pas comment me sentir. Vous n'avez pas à le faire. J'ai dit, pas maintenant. Peut-être jamais. Vous survivez à quelque chose d'inimaginable. Vous pouvez vous sentir comme vous devez vous sentir. Il était silencieux depuis longtemps. Puis il a dit, merci de m'avoir cru. Je me suis arrêté, j'ai éteint le moteur et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu es mon fils, dis-je. Il n'y a jamais eu une seconde quand cela ne me suffisait pas à faire la guerre. Il baissa les yeux sur ses mains. Je ne veux pas être ce qu'elle m'a fait. Je veux être plus. Pensez que c'est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais dite. Il sourit et cette fois, il atteignit ses yeux. Nous nous sommes assis à nouveau en silence, non pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que nous en avions finalement dit assez. Et alors que le vent se déplaçait à travers l'eau et que le monde est resté silencieux pour une seule respiration de plus, je savais que le grand livre dans mon esprit, celui où un père atteint ses échecs et triomphe, a finalement été équilibré. Non pas parce que j'ai détruit les monstres, mais parce que j'ai protégé ce qui comptait. Et dans mon grand livre, c'est une dette payée en totalité.